Bonsoir à tous. À la une de ce lundi, le retour en France des corps des 7 soldats français tués en Afghanistan la semaine dernière. Une courte cérémonie à huis clos en présence de Nicolas Sarkozy. Demain, hommage national aux Invalides à partir de 11h. Le scandale des écoutes téléphoniques en Grande-Bretagne et les démissions s'enchaînent à la direction de la police nationale. Après le chef de Scotland Yard, c'est l'un de ses subordonnés qui a jeté l'éponge. Le Premier ministre David Cameron décide d'écourter ses vacances pour s'expliquer devant le Parlement. Et puis les nuages, de la pluie et surtout des températures très fraîches. La météo prend ses habits d'automne et ça devrait durer au moins toute la semaine. En cause, l'anticyclone des Açores qui s'est installé beaucoup plus au sud qu'habituellement. On commence donc avec l'arrivée à Orly, peu avant 19h, de l'avion qui transportait les corps des 7 soldats français tués la semaine dernière en Afghanistan. Une courte cérémonie a donc été organisée ensuite en présence de Nicolas Sarkozy et de François Fillon. C'était au pavillon d'honneur de l'aéroport d'Orly. Un hommage sans caméra avant la cérémonie de demain aux Invalides. Une discrétion voulue par les familles des soldats morts au combat. Alors nous avons voulu savoir comment se reconstruisent ces proches après de tels drames. Jean-Baptiste Bouvet et Guillaume Hennet ont rencontré la veuve d'un capitaine décédé en décembre dernier en Afghanistan. La photo a été prise le 11 novembre 2010. C'est la dernière fois qu'Alicia a pu voir son mari. Envoyé en Afghanistan avec 130 légionnaires sous ses ordres, le capitaine Benoît Dupin est mort au combat, tué par l'explosion de 2 bombes artisanales. Quand je suis rentrée au collège où je travaillais, la principale m'attendait au portail et m'a tout simplement dit « Alicia, j'ai des personnes du régiment dans mon bureau ». Et elle n'a pas eu besoin de me dire davantage, j'ai compris tout de suite. Le 17 décembre 2010, la France a donc perdu un soldat. Alicia a à la fois perdu un mari et le père d'une petite fille de 5 ans. Ses premières questions ont été « mais pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas protégé dans le bâtiment? Pourquoi papa ne s'est pas retourné quand le méchant a tiré et pourquoi c'est pas un tel et les amis de mon mari? Pourquoi est-ce que c'est papa ?» Et donc je lui ai dit « papa est mort en héros » et elle me dit tout le temps « moi aussi je suis un héros parce que j'ai les mêmes yeux que papa ». Donc elle a cette idée-là, oui, elle a cette image que Benoît est parti en héros avec son père et qu'elle est très fière de lui. Un héros tombé au combat, un combat auquel Alicia ne croit plus. Pour moi, je pense qu'il est difficile d'arriver à quelque chose réellement dans ce pays. Je crois qu'on est en train de s'enliser dans un combat qui n'aura peut-être pas forcément de fin. Mais c'était le métier de Benoît et s'il fallait aller là-bas, il fallait y aller sans y réfléchir. Engagé et mort pour la France, le capitaine Benoît Dupin a été promu à titre posthume au grade de commandant avec le titre de chef de bataillon. Et vous pourrez suivre demain l'hommage national à ces soldats. Ce sera à partir de 10h30 en direct sur LCI. Dans le reste de l'actualité, ce préavis de grève chez Air France après les pilotes, ce sont les hôtesses et les stewards de la compagnie qui menacent de cesser le travail du 29 juillet au 1er août. En cause notamment la nouvelle organisation du travail dans les futures bases en province. C'est ce qu'a expliqué ce syndicaliste. Il est au micro de Fatouma Bakili. Cette nouvelle organisation du travail correspond à une augmentation très significative de la productivité, de l'ordre de 30 à 35%, avec des conditions d'emploi très différentes, des journées très très denses, qui nécessitent un équilibrage de façon à rendre ce travail densifié supportable. Pour l'instant, donc, nous n'avons pas trouvé avec l'entreprise, d'une part, cet équilibrage, et d'autre part, une rémunération qui convienne à ce type d'exploitation. Puisque la volonté de l'entreprise est bien entendu de faire faire plus d'heures aux salariés, de faire faire beaucoup plus d'heures aux salariés pour une augmentation sur la fiche de paye en fin de mois bien plus restreinte que l'augmentation de productivité. Parce que ça se rapprocherait d'un programme low cost. On en vient à la politique dominée par la campagne interne au Parti socialiste en vue de la primaire et une campagne qui se focalise sur un thème, la réduction des déficits. Alors que la dette de la zone euro est au cœur des discussions à Bruxelles, chacun veut apparaître le plus crédible et le plus rigoureux dans ce domaine. Amandine Atalaya. On a des prix super compétitifs. Voilà. Moi aussi. Sur le marché socialiste, c'est à qui sera le plus crédible, le plus sérieux sur le plan économique. Les escarmouches entre François Hollande et Martine Aubry ont commencé à Avignon lors d'une journée où les deux favoris des sondages ont tout fait pour s'éviter. Mais elle est là, regardez, derrière. Et elle propose, Martine Aubry, d'augmenter à l'avenir de 30 à 50% le budget de la culture. Réponse.
Moi, je ne tomberai pas dans une espèce de montée, là, comme ça, à l'échelle qu'on appelle du perroquet, je crois, hein, où on va proposer plus. Non, il faut dire la vérité sur l'état de nos comptes. Il a raison, il faut juste faire ce qu'il faut. C'est-à-dire donner les moyens à la culture d'exister, c'est exactement ce que je propose. Et Martine Aubry tente d'enfoncer le clou sur le thème de la rigueur, l'un des chevaux de bataille de François Hollande. Il faudra ramener le déficit public à 3% du PIB dès 2013, insiste-t-elle dans une tribune, 24 heures après son concurrent. Ségolène Royal, elle, n'était pas à Avignon, mais elle met son grain de sel sur un autre sujet. Et tout cela, il faut que les candidats à l'élection présidentielle puissent en débattre. Des débats publics pendant les primaires, François Hollande et Martine Aubry n'en veulent pas. Je ne sais pas parce que je ne connais pas la vie des autres aujourd'hui, mais je n'imagine pas que quiconque qui a l'ambition de se présenter à l'élection présidentielle puisse refuser. Tout est dans la suggestion. L'été reposera les socialistes avant un retour pacifique, jure-t-il, à La Rochelle fin août. J-3 avant le sommet européen de jeudi qui doit boucler le deuxième plan de sauvetage de la Grèce. Et les divergences restent encore très importantes entre les différents États. Plusieurs rencontres entre hauts fonctionnaires sont prévues, notamment mercredi. Il faut tenter de trouver un accord. Hubert Coster. Plusieurs options sont sur la table pour tenter de sauver à nouveau la Grèce de la faillite. Dernier projet en date, selon le quotidien allemand Die Welt, les 17 pays de la zone euro étudieraient le principe d'une taxe sur toutes les banques européennes. En fonction de leur taille, et même si elles ne sont pas détentrices de dettes grecques, les institutions financières seraient ainsi toutes mises à contribution. Autre option, plutôt privilégiée par la France, faire participer les banques, mais de manière plus volontaire, c'est-à-dire leur demander de racheter de la dette grecque lorsque les titres qu'elles détiennent arrivent à échéance. Nous sommes favorables à ce que le secteur privé participe. Maintenant, nous explorons toutes les pistes pour que cela puisse se faire sans impacter la stabilité de la zone euro, c'est-à-dire sans faire perdre à la zone euro son attractivité pour les investisseurs. Le Fonds européen de stabilité financière, le FESF, pourrait lui aussi être utilisé pour racheter les obligations grecques. Un accord devra être trouvé avant jeudi. Angela Merkel a déjà prévenu, elle ne se rendra au sommet que si une solution est en vue. Objectif des pays membres, régler le problème grec pour éviter une contagion catastrophique aux autres pays de la zone euro. Et puis les marchés continuent de réagir à cette incertitude qui pèse sur l'euro. Le CAC 40 a clôturé à 3651 points. C'est son plus bas niveau depuis le 1er janvier. Dans le même temps, l'or continue son envolée. Pour la première fois, la célèbre valeur refuge a dépassé les 1600 $, l'once de métal fin. Et puis concernant cette crise de la dette européenne, Jean-Louis Borloo écrit au président de la République pour demander une session extraordinaire du Parlement. Le président du Parti radical a demandé à Nicolas Sarkozy de s'exprimer devant les parlementaires qui seraient réunis en congrès pour l'occasion. Jusqu'où ira l'affaire des écoutes en Grande-Bretagne? Une deuxième tête vient de tomber à Scotland Yard. Il s'agit de John Yates. C'est un haut responsable qui avait refusé de rouvrir l'enquête en 2009. Cet homme était la cible du chef de l'opposition travailliste, Ed Miliband, qui multiplie ses attaques à l'encontre de David Cameron. À Londres, Nicolas Bellet. En moins de 24 heures, le royaume a perdu ses policiers les plus gradés. 2 hommes emportés par un scandale dont personne ne peut dire où et quand il s'arrêtera. Scotland Yard savait pourtant beaucoup de choses, mais elle a préféré les ignorer. Passer sous silence la corruption de certains de ces enquêteurs qui vendaient à la presse des informations croustillantes. Ou encore laisser croupir des centaines de notes manuscrites détaillant les noms des 4000 personnes mises sur écoute par le News of the World. Une manière d'étouffer cette affaire qui fait aujourd'hui la une de tous les médias. Et ils se demandent comment c'est possible qu'ils n'ont pas voulu poursuivre cette affaire. Est-ce que c'était parce que les relations avec les journaux, avec Rupert Murdoch, avec le gouvernement étaient trop proches? Ils se posent ces questions et ils ne sont pas convaincus par les réponses de la police. Rupert Murdoch, un homme qui règne sur le tiers des médias britanniques. Un patron de presse si puissant qu'il se vante d'avoir fait élire la plupart des premiers ministres. Demain, cet octogénaire au caractère bien trempé devra répondre aux questions des parlementaires. À ses côtés, son fils James et surtout Rebecca Brooks. Cette jeune femme, à la chevelure flamboyante, fut la plus jeune rédactrice en chef du News of the World. Longtemps surnommée la reine des tabloïds, elle est aujourd'hui en liberté conditionnelle pour corruption de policiers et complicité d'écoute téléphonique.
À moins que vous ayez la chance d'être au bord de la Méditerranée, et il ne vous aura pas échappé que le temps ressemble davantage à une météo de Toussaint. Les courageux ne se sont pas bousculés aujourd'hui encore sur les plages de l'Atlantique et du Nord. Une mauvaise nouvelle puisque la situation va encore durer au moins jusqu'à la fin de la semaine. Marie Chantret avec Martin Chouraki. Pour les nageurs sauveteurs de Saint-Brévin, le rituel est quotidien. La mise à jour des températures sur le tableau d'affichage. Un petit 16 degrés aujourd'hui, digne d'un mois d'octobre. Pas vraiment un temps à se mettre en bikini, sauf peut-être pour les plus téméraires. C'est cool, il y a moins de houle qu'hier. Il y a un petit peu de courant, mais bon, ça va. Et elle est fraîche par contre. Et là, si on met les pieds dans l'eau, à mon avis, on va avoir très vite froid. On voulait aller pêcher les crevettes avec les enfants, mais on va pas y aller, je crois pas. À verser temps frais, c'est le menu également autour du bassin d'Arcachon. Un mauvais temps qui commence à peser sur le moral des vacanciers et des professionnels du tourisme, d'autant que cela devrait durer encore jusqu'à la fin de la semaine sur une grande partie du pays. Ça signifie que les températures, jusqu'en début de semaine prochaine au moins, vont rester 4 à 6 degrés en moyenne au-dessous des moyennes de saison et qu'elles vont en plus accompagner d'un temps nuageux et de passages pluvieux qui vont épargner vraiment très peu de régions au cours des prochains jours. Avis en effet à tous ceux qui ont l'intention de changer leur plan à la dernière minute pour aller par exemple vers la Côte d'Azur. Épargnés par la grisaille ces derniers jours, la pluie et le vent devraient là aussi faire leur apparition. Quant à savoir si les Haussiens seront plus gâtés, Météo France prudente préfère ne pas se mouiller. Alors en tout cas, le temps est très gris, notamment sur Paris. Paris qui se prépare à accueillir la 10e édition de Paris-Plage. Ce sera jeudi. Les installations, vous le voyez, ont commencé ce matin. Et pour l'occasion, eh bien, les organisateurs vont installer une vraie plage. C'est ce qui manquait terriblement sur les quais de Seine lors des précédentes éditions. Plus de 6000 tonnes de sable vont être installées d'ici jeudi. C'est 3 fois plus que l'an dernier. Direction l'espace pour terminer ce journal, puisque la navette Atlantis vient de se désarrimer pour la dernière fois de la Station spatiale internationale. Une ultime visite d'une navette américaine qui va maintenant regagner la Terre pour ce dernier voyage avant de rejoindre le musée. Et à bord d'Atlantis, 4 astronautes qui, vous le voyez, ont fait leurs adieux à leurs collègues de l'ISS. L'ISS qui sera désormais ravitaillé par un lanceur russe. Et restez avec nous tout de suite, un nouveau journal sur LCI avec Sylvia Micone. Très bonne soirée.